la déclaration choc du principal conseiller de Volodymyr Zelensky ouvre une nouvelle phase. Alors, elle passe un peu inaperçue pour l'instant, mais voilà ce qu'il dit. Il dit « L'escalade est inévitable dans cette guerre, telle qu'elle se déroule actuellement, y compris sur le sol russe, y compris à Moscou, y compris à Saint-Pétersbourg, qui ne resteront pas épargnés. » Alors, est-ce que ça veut dire qu'il adoube, qu'il assume et qu'il annonce une stratégie de frappe ukrainienne sur le sol russe? Écoutons d'abord ce qu'il a annoncé. Voyons dans quel contexte ça se situe. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quel est exactement le contenu de ces déclarations ? Eh bien, pour être certain de ce contenu, nous avons fait vérifier toutes les traductions vues et entendues par Ala Poédi, que l'on connaît bien sur cette chaîne. Écoutez ses propos. Il prend soin de ne revendiquer aucune frappe sur la Russie. C'est la politique de Kiev depuis le début de cette guerre. Mais tout est dans ce qui est dit ensuite. Voici sa déclaration. Украина удары по России не наносит, но тем не менее логика войны и эскалация войны внутри, на внутреннем рынке России будет неизбежной. В том числе подвержены будут и такие города, которые изнеженные, ленивые города, думали, что они живут уже где-то в другой реальности, как Москва, Петербург, Екатеринбург и так далее. Все будет подвержено эскалации войны, но эта эскалация является внутренней. Vous avez bien entendu, escalade inévitable. Les villes seront exposées. Mikhailo Podolyak le dit sans le dire. L'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, portera la guerre à l'intérieur du territoire russe, de même que la Russie l'a déclenchée sur le sol ukrainien. Il cite Moscou, la capitale, Saint-Pétersbourg, deuxième cité du pays, ville d'origine de Vladimir Poutine, Yekaterinbourg, la capitale de l'Oural, cinquième ville de Russie avec 1 400 000 habitants, qui a par ailleurs une importance particulière dans l'histoire russe, parce que c'est là que le tsar Nicolas II et sa famille ont été détenus avant d'être exécutés par les bolcheviks en 1918. Ce qui est frappant aussi, c'est que Mikhailo Podolyak n'évoque à aucun moment des objectifs spécifiquement militaires. Il parle bien des villes, il parle des Russes, il parle de la population. Faut-il prendre Mikhailo Podolyak au mot, ou bien est-ce qu'on peut imaginer que ses propos n'engagent que lui-même ? Eh bien, ce qui est certain, David, c'est que ce n'est pas n'importe qui. Mikhailo Podolyak, 50 ans, vous l'avez dit, c'est le conseiller le plus en vue du président Volodymyr Zelensky, l'un de ses plus proches. Il s'exprime la plupart du temps pour le compte même de la présidence ukrainienne. Ce qu'il dit là engage donc Kiev. Il faut le prendre au sérieux aussi parce que par le passé, il avait par exemple évoqué des frappes possibles sur le pont de Crimée. Et 7 semaines plus tard, en octobre, le pont de Kerch, vous le voyez, avait été touché. Alors cette déclaration, elle frappe les esprits d'autant plus qu'on a vu récemment Moscou déployer des missiles de protection aérienne, des missiles antimissiles, un peu partout, y compris à Moscou. Oui, on vous les a montrés ces derniers jours. Des missiles pour protéger des cibles sensibles comme des aérodromes par exemple, mais aussi de plus en plus des missiles en plein centre-ville pour protéger des ministères ou même la résidence de Vladimir Poutine à Novosibirsk. Mais d'autres choses viennent à l'esprit. Tout le monde se souvient par exemple qu'en décembre dernier, 2 bases situées très loin derrière la frontière russe, à plus de 600 km du front en Ukraine, ont été touchées. Celle d'Engels à environ 740 km de Moscou et celle de Ryazan à 200 km de la capitale. Bombardements qui n'ont jamais été revendiqués, mais souvenez-vous, tous les regards se tournaient très clairement vers l'Ukraine. Beaucoup se souviennent peut-être aussi de cette déclaration. Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, avait commencé à lever un coin du voile lors d'un entretien à la chaîne américaine ABC. Écoutez. Do you think there'll be more? I think so. Inside Russia, deep inside Russia? Deeper and deeper. Elle lui demandait, la journaliste, si ces frappes étaient effectuées par l'armée ukrainienne. Il disait, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Mais il n'assumait pas. Mais elle rebondissait en lui demandant, est-ce qu'il y en aura d'autres ? Et là, il disait, oui, je pense. Elles ne viennent pas de nous. Mais je pense qu'il y en aura d'autres. Donc c'est ce petit jeu sémantique qu'on a entendu beaucoup en Ukraine, qui d'une certaine manière prend une nouvelle dimension avec ces déclarations de Mikhailo Podolyak. Un dernier mot, Fanny. Est-ce que l'Ukraine a les moyens de mener ce type de bombardement à une échelle un peu plus grande,
à l'intérieur du sol russe et parfois loin à l'intérieur. Et oui, Kiev, vous le savez, a des drones comme ce Tupolev 141, un drone soviétique dont on a déjà parlé ici, qui a servi dans l'armée rouge dès 1979. Vitesse de pointe, 1000 km/h. Portée, 1000 km. Les Ukrainiens lui ont ajouté un GPS pour améliorer la précision de leur frappe. Et ils sont en train, David, de développer un autre modèle, un nouveau modèle. Et puis, il y a une autre arme américaine, celle-ci, que les Ukrainiens vont recevoir, cette roquette, le GLS-DB, une roquette guidée qui peut être tirée notamment depuis les HIMARS et dont la portée est de 150 km, soit le double des obus tirés actuellement avec ces mêmes HIMARS. C'est assez, vous le voyez, pour tirer depuis le nord de l'Ukraine sur les régions russes de Bryansk, de Koursk ou encore de Belgorod qui sont tout simplement collés à la frontière ukrainienne. Mais rappelons que Kiev s'est engagé à ne pas utiliser d'armes américaines ou occidentales directement contre le territoire russe. Tout dernier point, est-ce qu'il y a eu des réactions à Moscou après ces déclarations ? Oui, ces déclarations de Mikhailo Podolyak sont visiblement prises très au sérieux. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a très vite réagi. Il dénonce, je cite, des actes terroristes. Et voici ce qu'il déclare. Le régime de Kiev ne recule devant rien. Cela confirme une fois de plus la justesse de la voie que nous avons choisie et de notre intention de nous protéger. En clair, la Russie aurait raison de faire la guerre puisque c'est elle la victime. C'est ça. Nous vous annoncions que nous étions les victimes d'une guerre d'agression et que ça n'était uniquement qu'une guerre de défense. Eh bien, en voici, 11 mois plus tard, la confirmation. Merci Fanny. Donc, est-ce que vous prenez ces déclarations au sérieux ? Est-ce que ça annonce d'une certaine manière une nouvelle phase générale ? Oui, alors on parle beaucoup des drones. Moi, je pense beaucoup plus aux forces spéciales, aux forces infiltrées. Avant la guerre, donc dans les années 19-20, les Ukrainiens ont fait un gros effort pour se former leurs forces spéciales. Les Britanniques, qui sont les maîtres, les créateurs des SAS, qui sont les créateurs de ça, étaient là et les ont beaucoup formés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que la proximité des Ukrainiens avec les Russes est très grande. Vous avez actuellement des Russes qui combattent en Ukraine, dans un bataillon russe, contre l'armée russe. Et dans le recrutement, on dit, ils sont à peu près 1000 aujourd'hui, et il y a 10 000 volontaires qui ne sont pas recrutés parce que le filtrage est très important. Mais ça veut dire que les services spéciaux ukrainiens sont parfaitement capables de recruter des Russes qui, dans la profondeur, pourront faire des frappes dans les villes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense tout bêtement, comme le disait tout à l'heure le porte-parole ukrainien, c'est que, tout simplement, il y a besoin que la population russe se sente en insécurité, qu'elle arrête de croire que la guerre, c'est loin, c'est pas leur problème. Le premier mécanisme qui les a un peu secoués, ça a été la mobilisation. Et des frappes dans les villes russes, naturellement, c'est un deuxième point qui peut un peu secouer les Russes et se dire, la guerre, elle n'est pas très loin de nous, elle est chez nous. Donc je pense qu'à la fois les Ukrainiens en ont les moyens par des systèmes d'infiltration et de sabotage. On avait vu quelque chose qui posait question. Des incendies, Voilà. des séries d'incendies assez C'était possible. étonnants, assez curieux, sans cause identifiée. Le deuxième point, c'est qu'il est nécessaire pour les Ukrainiens de mettre la population russe dans la sécurité. Le troisième point, bien sûr, c'est que tant que la guerre ne sera pas finie, ils ne l'avoueront pas, ils ne le diront pas. Ils ne le diront pas officiellement, mais ils semblent quand même l'assumer de plus en plus. Est-ce qu'ils sont légitimes à faire ça, les Ukrainiens, Vincent ? D'abord, Mikhailo Podolyak est certes l'éminence grise, c'est en tout cas le surnom qu'on lui donne de Zelensky, qu'il connaît intimement, mais à ma connaissance, il n'a pas d'expertise militaire ni de poids véritable sur la décision stratégique ou tactique. Deuxièmement, je pense que sa déclaration est relativement contre-productive. Pourquoi ? Parce que si vous ne rappelez pas le dogme inaugural selon lequel les Ukrainiens se donnent le droit de frapper en territoire russe, mais certes pas sur des cibles civiles, vous affaiblissez précisément la posture ukrainienne qui incarne un droit international violé et bafoué. Et c'est la raison pour laquelle je rejoins Dominique Trinquant. À mon sens, c'est essentiellement destiné à l'opinion russe. Alors, marginalement, l'opinion ukrainienne du style « nous ne sommes pas des moutons promis au sacrifice, nous sommes capables de frapper », mais c'est effectivement de dire aux Russes ce que disait déjà la mobilisation prétendument partielle, ce qu'ont dit les opérations en profondeur rappelées par Fanny à l'instant,
que vous ne pouvez pas camper dans le déni. Cette guerre vous concerne, vous ne pouvez pas rester à côté. Je crois que c'est juste ça. Nous avons cette aptitude, mais ça ne signifie pas pour moi une inflexion notable ou un virage dans la conduite des Ça opérations. ne veut pas dire qu'il y aura des opérations plus systématiques, pas forcément contre des civils, contre des immeubles de civils, mais peut-être par exemple contre les mêmes installations électriques que bombardent les Russes en Ukraine. Je doute que les Américains, Laisse faire ça. auxquels, quand même, Kiev doit rendre des comptes, puissent adouber ce type d'initiative. Et vous, Isabelle? Depuis le début, moi je suis tout à fait d'accord avec Vincent, je pense que ça fait partie du brouillard de la guerre. Faire croire aux Russes que tout est possible, Mhm. déstabiliser la population russe, essayer de déstabiliser le régime russe. Et je ne vois pas en quoi, pour l'instant, ça constitue un tournant par rapport à ce qui a déjà été fait. D'une part, les petits incendies, si vraiment on s'aperçoit à la fin de la guerre que c'était vraiment les Ukrainiens. Et d'autre part, ce qui paraît le plus probable, les attaques contre les bases aériennes où se trouvaient notamment à Engels des bombardiers stratégiques. Donc effectivement, ça, c'est attaquer la Russie, enfin attaquer des objectifs militaires qui allaient bombarder l'Ukraine sur le territoire russe. Donc, à mon avis, il s'agit pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, juste ça. Et il y a quand même de nombreuses discussions pardonnez-moi. entre les Américains et les Ukrainiens. Les Américains, depuis le début, ont mis des limites extrêmement claires aux Ukrainiens en disant vous n'allez pas taper en Russie. Alors vous D'ailleurs, n'allez quand pas ils l'ont taper en fait- Russie avec nos Voilà, armes. quand ils l'ont fait, c'est Et avec là, ils l'ont fait avec c'est des drones. C'est avec des drones. ukrainiens. Ok, des drones de fabrication ukrainienne. Et c'est aussi pour l'instant la raison pour laquelle le débat sur la livraison éventuelle de missiles à très longue portée américains est bloqué au Congrès. Donc je vois mal les Ukrainiens qui aujourd'hui ont obtenu des chars Abrams, ont fait lever le tabou des chars lourds et s'apprêtent sans doute effectivement dans quelques semaines à renouveler les mêmes demandes pour des avions de chasse. Je ne les vois pas mettre tout ça en l'air comme ça. Et par ailleurs, frapper les infrastructures civiles ou les infrastructures électriques. Depuis le début de la guerre, les Ukrainiens font exactement le contraire, c'est-à-dire qu'ils se confortent au droit de la guerre, ils font extrêmement attention et ils savent que leur victoire repose en partie de la réputation Oui. qu'ils ont en Occident. Et à partir de cette réputation, s'ils ne font pas de conneries, les Occidentaux vont continuer à les aider. C'est Donc ça. ils n'ont aucun intérêt à faire ça. On ne fait pas la guerre à la russe, entre guillemets, même si on en serait loin. Honnêtement, les Russes ont fait bien pire que bombarder des installations civiles comme Oui. les installations électriques ou l'aménagement de l'eau. Jean-Claude. Je crois qu'il s'agit, là encore, d'une opération de communication qui est destinée à la fois à déstabiliser, si tant est soit-il que ce soit possible, Poutine et aussi l'opinion publique. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens nous ont quand même habitués à agir et puis après à laisser planer le doute sur l'auteur des actes. Alors pourquoi tout d'un coup ils diraient par avance, eh bien voilà ce que nous allons faire. Donc ça c'est la première chose, on se dirait qu'il y a changement de stratégie. Pour essayer de faire peur, pour essayer de, comme on l'a dit, d'impliquer la population russe. Donc en fait, c'est dans cela. cette guerre. C'est pour ça que je parlais d'une opération de communication. Oui. La deuxième chose, de manière très stratégique, l'Ukraine ne peut gagner que si l'Occident, et à commencer par les États-Unis, sont derrière. Donc, si il y a un changement à ce point de stratégie, donc on va faire la guerre en Russie, là, ça change tout, et je ne suis pas certain que les États-Unis... Oui, mais pardon, Jean-Claude, on dit nous-mêmes que les digues sautent les unes après les autres. Oui. L'idée d'affaiblir non seulement l'appareil militaire russe, mais l'économie russe qui soutient cet appareil militaire pourrait peut-être être une nouvelle digue qui saute. Pardonnez-moi, David, vous avez aussi entendu le président Biden qui a beaucoup insisté sur le fait, on y va ensemble. Deuxièmement, il rappelle en permanence le droit international, rappelant que c'est l'Ukraine qui a été agressée, qui a été envahie par la Russie, et que l'objectif, c'est de faire cesser cette agression. Là, on serait malgré tout... vous savez, il y a aussi le sujet de la proportionnalité des réponses, y compris en droit international, pour faire cesser l'agression. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on pourrait justifier est-ce que l'Ukraine pourrait justifier tout d'un coup d'aller bombarder des immeubles civils à Moscou ? Ça poserait un problème qui ferait débat. Alors les immeubles civils, c'est vrai que c'est une autre histoire. C'est pour ça que je parle Général. beaucoup plus d'actions de forces spéciales dans la profondeur, Oui. sur des objectifs ciblés et qui ne seront pas révélés tant que ça se passera. On en parlera après.